Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Les boutiques de cannelle de Bruno Schulz. Et ce soir, nous lirons la nouvelle 4, 5 et 6, à savoir Les mannequins, Traité des mannequins ou la seconde genèse, et enfin la fin du traité des mannequins. Vous voyez, c'est bien fait, c'est pour ça que j'avais fait cette découpe dans ce texte de toute manière, pour qu'on puisse avoir ces trois nouvelles le même soir, parce que voilà, vous l'aurez compris avec le live précédent, et vous le verrez encore ce soir, bien que ce soit un recueil de nouvelles, les nouvelles se font écho et se font suite les unes après les autres, narrativement, scénaristiquement. Donc voilà, d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu l'épisode 1, bah, je vous conseille vraiment de voir l'épisode 1 avant d'entamer cet épisode, parce que comme je le disais, il va y avoir des liens entre les nouvelles de la fois passée et les nouvelles de ce soir. Voilà voilou, si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, le programme de la soirée est en description de la vidéo. Donc, enfin, le programme de l'épisode, pour vous, c'est pas forcément la soirée. Mais du coup, voilà, vous pourrez trouver des timecodes vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses que je vais effectuer dans la lecture, et aller directement là où bon vous semble. Ce soir, d'ailleurs, encore plus que d'habitude, je vais essayer de faire le live le plus efficace et le plus court possible, tout simplement parce que les trois nouvelles ne sont pas bien longues. Donc du coup, j'ai pas envie que les moments où je papote durent plus longtemps que la lecture en elle-même, ça deviendrait un peu ridicule. Le concept des lives, c'est des lives de lecture, donc même si j'apprécie beaucoup de partager et de parler avec vous, et que bah, je sais que pour beaucoup c'est ce qui fait... le sel, le piment de cette émission, le fait que bah, je commente aussi un petit peu mes ressentis de lecture. Et bien ce soir, je vais essayer voilà, d'aller à l'essentiel et d'essentiellement me baser sur la lecture, ne pas m'éparpiller de trop. Bref, je vous fais quand même une petite intro, le temps que les gens qui voudraient arriver pour le voir en live puissent avoir le temps d'arriver pour le voir en live. Ouh là là, c'est terrible. Du coup, voilà, vous avez compris. Et aussi le temps pour moi de vous parler vite fait de quelques news. J'ai pas forcément grand chose à vous annoncer concernant les lives, etc. Je pense que là, on est sur une programmation relativement normale. Ah si, ouais, si, quand même. Le 11 novembre, je vais être occupé à quelque chose, ce qui fait qu'il y aura peut-être pas de live dimanche. En tout cas, demain, mercredi de 13h à 16h, il devrait y avoir un live sur Sea of Thieves. Je reprends ce créneau de gaming du mercredi. Donc voilà, je pense que ce sera demain, Sea of Thieves, 13h, 16h, comme d'hab. Vendredi, il y aura un live de lecture sans problème sur la suite des boutiques de Cannelle. Par contre, dimanche, du coup, le live de découverte de l'univers de League of Legends risque peut-être de sauter, et peut-être aussi celui de mardi dans une semaine, voilà, concernant la suite de la lecture des boutiques de Cannelle. Mais bon, je vous tiens au courant parce que là, j'avoue que je sais pas encore exactement quels lives vont sauter ou non, mais sachez que aux alentours du 10, 11, 12, voilà, il y a peut-être même jusqu'au 13, il y a peut-être des lives qui vont sauter de ci, de là, vous êtes prévenus. Et puis après, on repartira sur une programmation, somme toute, relativement normale, jusqu'à, je pense, assez tardivement dans l'année. Après, bon voilà, les périodes de Noël, c'est toujours compliqué pour tout le monde, hein, y compris pour moi, d'être très présent, parce que forcément, il se passe plein de choses, on a de la famille, on a des amis à aller voir, il y a plein de fêtes dans tous les sens, etc. Bref. Et puis j'aime bien parce que ça me fait aussi, en général, grosso modo, en été et en hiver, j'ai une petite pause des lives un peu plus conséquente et ça me fait pas de mal. Donc voilà, je pense que ce sera comme ça aussi cette année. Mais je pense continuer jusqu'à au moins début décembre les lives ensuite. Donc voilà, ça nous fait encore un bon mois à partager ensemble. Merci à tous ceux qui sont là en live, ça me fait plaisir. Bonsoir Jumpy, bonsoir Nanu Manga, comment vous allez? Ça me fait plaisir à chaque fois de vous accueillir. Ça fait plaisir Nanu Manga de te revoir. Nanu Manga qui parfois s'absente pendant très longtemps et revient, mais l'air de rien, Nanu Manga qui doit être l'une des viewers les plus early que j'ai pu avoir. Je sais pas depuis combien de temps Nanu tu me suis, mais franchement c'est quasiment depuis le début de mes lives je pense. Oh d'ailleurs, c'est vrai ça, j'avais pas prévu d'en parler ce soir, mais j'avais zappé l'information. On a dépassé, tenez-vous bien,
On a dépassé les 100 000 vues sur la chaîne YouTube. Je n'y attendais pas, c'est assez dingue, c'est un chiffre énorme, donc un grand merci à vous tous. On a fait ça, grosso modo en 3 ans, la chaîne est plus vieille que ça, mais auparavant je faisais des vidéos et ensuite c'est devenu l'endroit où je mettais les rediffusions de live du coup. Mais ouais, 100 000 vues sur la chaîne YouTube, j'ai un peu débloqué, j'ai trouvé ça assez dingue. C'est des chiffres qui commencent à avoir de la gueule, n'est-ce pas? Ça m'a fait très très plaisir, donc un énorme merci à vous tous. D'ailleurs, je crois, si je ne m'abuse, qu'on arrive bientôt aux 800 abonnés, alors qu'on a fêté les 700 abonnés il y a à peine un mois. C'est assez incroyable, parfois les chiffres s'accélèrent, parfois il y a des montées comme ça, genre là je sais que ces derniers 5-6 jours, j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de vues, beaucoup de nouveaux abonnés, donc merci à vous tous. Il y a des fois où vraiment je ne m'explique pas ces phénomènes, je ne comprends pas ce qui fait que d'un seul coup il y a une poussée, ou d'un seul coup il y a un ralentissement, mais là en ce moment bah, ça pousse plutôt pas mal, donc encore merci à vous tous. Dernières petites informations que je voulais caser dans cette introduction avant qu'on entame la lecture. Je voulais vous dire que ça y est, c'est chose faite, c'est signé, c'est acté. La vidéo dont je vous parle depuis longtemps, que je travaille depuis longtemps aussi, est terminée, complètement terminée. J'ai terminé l'exportation aujourd'hui, enfin le rendu du montage, puis l'exportation sur YouTube, etc. Bref. Donc là, la vidéo est sur YouTube. Pour le moment, vous ne pouvez pas la voir, parce que pour le moment, elle reste un petit peu cachée, le temps que je la fasse partager à un panel de personnes très intimes, n'est-ce pas? Des personnes qui ont participé à la vidéo, qui ont participé au projet, et aussi bah, quelques viewers triés sur le volet. Une équipe de choc, n'est-ce pas? Du coup, voilà, je commence à avoir les premiers les premiers retours sur cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai très hâte de vous la montrer, je pense, même peut-être, alors je sais pas bien comment ça marche, parce que, enfin, je sais bien comment ça marche, vu de l'extérieur, mais vu de l'intérieur, non. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des gens en faire, mais moi-même, je l'ai jamais tenté. Mais sur YouTube, vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut faire des avant-premières. Grosso modo, c'est diffuser une vidéo à une date donnée, et que tout le monde puisse regarder la vidéo en même temps dès qu'elle sort, entre guillemets. C'est un petit rendez-vous, entre guillemets, c'est comme si on allait au cinéma tous ensemble, je sais pas, c'est un petit truc rigolo, un petit truc fun. Je sais pas si ça vous dit, je sais pas si j'aurai franchement beaucoup de viewers, hein, je me mens pas, je me voile pas la face, mais en tout cas ceux qui veulent participer à l'événement, bah, ce serait avec plaisir, parce que je pense que je vais faire une avant-première. Je suis pas encore sûr, mais je pense que ça pourrait être drôle de regarder la vidéo avec vous, et de la découvrir pour la première fois. Donc voilà, je pense que ça va se faire. Et la sortie de la vidéo n'est pas encore définie, précisément, mais surveillée, parce que ça arrive très très vite. Ça arrive dès cette fin de semaine ou début de semaine prochaine, selon comment j'arrive, parce que là, pour le moment, la vidéo est faite, mais j'ai pas encore du tout fait une miniature jolie, la description, le titre, etc. Et l'air de rien, ce sont des décisions importantes. J'ai envie de faire ça bien, de bien les chiader pour que ça fasse un beau paquet cadeau pour ma vidéo que j'ai travaillé beaucoup longtemps. Donc voilà, vu que j'ai travaillé la vidéo beaucoup, j'ai envie que ce qui accompagne la vidéo à sa sortie soit aussi qualitatif. Bref. Voilà voilou, je vois que l'idée vous intéresse, ça fait plaisir. Si je fais une avant-première, ce qui risque d'arriver, moi j'aurais plutôt vu ça soit samedi, soit dimanche. Très certainement, je pense que ce sera ce qui arrivera en définitive. Voilu. Ah bah oui, beaucoup longtemps, Nanu. Tu sais à quel point j'aime invoquer des expressions sans queue ni tête, n'est-ce pas? Écoutez, les amis, je crois que j'ai fait une intro déjà bien assez longue pour ce soir. Je pense qu'on va se jeter dans la lecture sans plus attendre, parce que comme je le disais, on n'a pas beaucoup à lire ce soir. J'ai pas envie de parler plus que je ne vais lire. Donc on va se lancer. Comme je le disais aussi, bien que ce soit un recueil de nouvelles, les boutiques de Canel ont une trame commune de nouvelle en nouvelle. Donc là, il va y avoir des éléments dans la nouvelle qu'on va lire maintenant qui font référence à la nouvelle précédente et au live précédent du coup.
Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, bouchez-vous les oreilles. Je sais pas à quel point ce sont des éléments importants, parce que comme je vous l'avais dit, j'ai jamais lu les boutiques de cannelle de Bruno Schulz, je le découvre avec vous en live. J'ai juste vu ça en fait, grosso modo pour expliquer aux gens qui ne le savent pas. En général quand je live, l'après-midi, je me fais une petite page vite fait tout seul pour savoir si voilà si je suis dans le mood, si c'est un bon jour pour lire à voix haute, etc. Et donc là, bah, j'ai clairement vu que c'était lié à la nouvelle précédente. Donc voilà. Vous êtes prévenus. Comme je le disais ce soir, j'ai mis les 3 nouvelles sur les mannequins. A priori, c'est le thème de ces nouvelles ensemble. Et puis, bah, j'attends de voir. J'attends de voir et j'attends d'être étonné. Pour le moment, les 3 premières nouvelles ont été un vrai coup de cœur pour moi et c'est une vraie belle découverte. Franchement, Bruno Schulz, ça m'a bien conquis la dernière fois. J'en garde un très bon souvenir et j'ai été très étonné. Et ouais, j'attends de voir ce que réserve la suite, mais j'ai envie d'en apprendre plus. Et ça, c'est important. Bref, je vous invite à vous installer, chers amis, à prendre à boire, à manger, à être bien agréablement assis dans votre fauteuil, n'est-ce pas? Santé à tous. Et on va se lancer tous sans plus attendre. Comme la dernière fois, je ferai une pause après chaque nouvelle pour vous donner un petit peu ma réaction à chaud. Mais je pense faire des pauses relativement courtes pour qu'on enchaîne encore une fois relativement rapidement. Bonne écoute à tous, bonne écoute Nanu, bonne écoute Jumpy, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et cette fois-ci, je vous dis à tout à l'heure pour de bon. Et bah bonne nuit Jumpy, à bientôt Jumpy, ça m'a fait plaisir que tu passes, malgré ta fatigue. Et voilà, bonne écoute à tous, à tout à l'heure pour la pause. Les mannequins. Cette aventure de mon père avec les oiseaux fut la dernière, mais éclatante contre-offensive lancée par cet incorrigible improvisateur, ce stratège de l'imagination, contre les remparts d'un hiver stérile et vide. C'est aujourd'hui seulement que je comprends son héroïsme. Solitaire, il a guerroyé contre l'ennui infini qui engourdissait la ville. Sans nul appui, incompris de nous, cet homme extraordinaire défendait sans espoir la cause de la poésie. Dans les rouages de ce moulin magique s'engouffraient les heures vides, et elles en ressortaient parfumées et colorées. Habitués que nous étions aux jongleries brillantes de ce prestidigitateur métaphysique, nous avions tendance à méconnaître la valeur de sa magie souveraine, qui nous sauvait de ses jours et de ses nuits léthargiques. Adèle n'encourut jamais nos reproches pour son vandalisme obtus. Tout au contraire, nous ressentions une sorte de basse satisfaction à voir réfréner des exubérances que nous goûtions sans réserve, mais dont nous déclinions avec perfidie la responsabilité. Peut-être y avait-il aussi dans cette trahison un secret hommage à Adèle victorieuse, à qui nous attribuions vaguement quelque mission émanant de forces supérieures. Ainsi, trahi par tous, mon père abandonna sans combat les lieux de son ancienne splendeur. Exilé volontaire, il se retira dans une chambre vide, au fond du couloir, et s'y retrancha dans la solitude. On l'oublia. À nouveau, la grisaille funèbre de la ville nous assiégea de toutes parts. Aux fenêtres fleurissait la sombre dartre des aurores, la lèpre des crépuscules, fourrure duveteuse des longues nuits hivernales. Les papiers peints, jadis entr'ouverts au vol bigarré de l'agent télé, s'étaient épaissis et refermés, embrouillés dans la monotonie d'amers monologues. Les lustres s'étaient assombris et flétris, comme de vieux chardons. Ils faisaient résonner doucement leurs penteloques dès que quelqu'un se frayait en tâtonnant un passage à travers la pénombre de la pièce. C'est en vain qu'Adèle avait garni leurs branches de bougies de couleur, succès d'années maladroits, pas le souvenir des fêtes brillantes dont s'illuminait naguère leur jardin suspendu. Où donc étaient, hélas, ces bourgeonnements gazouillants, ces déploiements rapides et fantastiques, ces bouquets de lampes d'où s'élançaient, tels des fantasmes ailés, des jeux de cartes magiques se dispersant en applaudissements colorés, en écailles azurées, verts pans, verts perruches, métalliques, dessinant des courbes et des arabesques, traces scintillantes de leurs tournoiements, éventails bariolés, battements d'ailes qui, longtemps après le vol, persistaient dans une ambiance miroitante et enrichie. Il en restait encore des échos dans les profondeurs, mais nul musicien ne perçait plus d'un air de flûte les couches d'air frissonnantes. Ces semaines se déroulèrent sous le signe d'une étrange somnolence.
Les lits toujours défaits, encombrés de draps et de couvertures que des rêves pesants avaient écrasés et froissés, se dressaient comme des barques profondes, prêtes à voguer vers les labyrinthes humides d'une obscure Venise. Dès le petit jour, Adèle nous apportait le café. Nous nous habillions paresseusement dans nos chambres glacées, à la lueur d'une bougie maintes fois reflétée dans les vitres noires des fenêtres. Ces matinées étaient remplies par un remue-ménage désordonné, des recherches languissantes dans les tiroirs et les armoires. Tout l'appartement retentissait du claquement des pantoufles d'Adèle. Les commis allumaient des lanternes, recevaient de ma mère les lourdes clés de la boutique, et sortaient dans une obscurité dense et tourbillonnante. Ma mère ne pouvait venir à bout de sa toilette. Les bougies se consumaient dans le chandelier. Adèle disparaissait dans des chambres lointaines ou au grenier, où elle pendait le linge. Il n'y avait pas moyen de la faire descendre. Tout neuf encore, sale et trouble, le feu de l'âtre léchait dans la cheminée les froides excroissances d'une suie brillante. La bougie s'éteignant, la pièce sombrait dans l'obscurité. La tête sur la nappe, au milieu des restes du déjeuner, nous nous endormions à demi vêtus. Nous étions réveillés par le bruyant nettoyage d'Adèle. Ma mère ne venait toujours pas à bout de sa toilette. Avant qu'elle eût fini de se coiffer, les commis étaient revenus pour le déjeuner. La pénombre qui recouvrait le marché prenait l'aspect d'une vapeur jaunâtre. Pendant un instant, on pouvait penser que de ces fumées troubles aux couleurs de miel et d'ambre se dégageraient les teintes du plus somptueux des après-midi. Mais l'heureux moment passé, cette ébauche d'aurore se fanait, ce germe de jour presque mûr retombait dans une grisaille impuissante. Nous nous mettions à table, les commis frottaient leurs mains rougies par le froid et, soudain, la prose de leurs entretiens amenait d'un coup le plein jour. Un mardi triste et vide, sans tradition, ni visage. C'est seulement quand apparaissaient sur la table, dans un plat de gelée transparente, deux grands poissons étendus l'un près de l'autre, tête bêche comme dans la figure zodiacale, que nous reconnaissions en eux l'emblème de cette journée, l'attribut d'un mardi anonyme. Nous les partagions en hâte, soulagés que cette journée eût trouvé enfin sa véritable physionomie. Les commis mangeaient cérémonieusement, pleins d'onction. Une odeur de poivre se répandait dans la pièce. Quand de leur pain ils essuyaient les restes de gelée dans leur assiette, en ruminant le blason des jours suivants, quand on ne voyait plus dans le plat que les têtes avec leurs yeux cuits, nous sentions tous que nos forces conjuguées avaient eu raison de la journée, et que les heures à venir n'entraient déjà plus en ligne de compte. Ces restes qu'on livrait à sa merci, Adèle en faisait son affaire. Elle les liquidait avec énergie, jusqu'au crépuscule, à grand renfort de bruit de casseroles et de jets d'eau froide, tandis que ma mère passait les heures à dormir sur le divan. Pendant ce temps, on dressait déjà dans la salle à manger le décor du soir. Pauldine et Pauline, les deux petites couturières, s'installaient de leur mieux avec les accessoires de leur métier. Portée par elles, une dame silencieuse entrait dans la pièce, créature de toile et d'étoupe, avec une boule de bois noir en guise de tête. Bien que remisée dans un coin entre la porte et le poêle, cette divinité tranquille devenait maîtresse de la situation. Sans bouger, elle surveillait en silence le travail des jeunes filles. Elle accueillait d'un air critique et désobligeant leurs efforts pour lui plaire, lorsqu'elle s'agenouillait devant elle en essayant des morceaux de drap faufilés de blanc. Elle servait avec patience et attention cette idole sans voix que rien ne pouvait satisfaire. Le Moloch était inexorable, comme seuls peuvent l'être les Molochs féminins, et les renvoyait sans cesse à leur travail. Minces et fuselées, rapides comme des bobines de bois déroulant leurs fils, elle maniait gracieusement cette masse de drap et de soie, s'ingéniait à couper, dans un cliquetis de ciseaux, ces tissus de couleur, faisait bourdonner la machine à coudre en actionnant la pédale de leurs souliers vernis. Tout autour, déchets, coupons et lambeaux multicolores jonchaient le plancher comme des écorces ou des épluchures recrachées par deux grands perroquets délicats et gaspilleurs. Les jeunes filles, sans y prêter attention, foulaient aux pieds ces débris d'un carnaval possible, ces hardes d'une mascarade avortée. Elles s'ébrouaient avec un rire nerveux pour faire tomber les bouts de tissu, caresser des yeux les miroirs. Leur âme et la prompte magie de leurs mains n'étaient pas dans ces tristes robes qu'elles abandonnaient sur la table, mais dans ces centaines de coupons, dans ces déchets légers et volages, dont elles auraient pu saupoudrer la ville en un tourbillon de neige colorée. Il leur arrivait d'avoir soudain trop chaud, et d'ouvrir la fenêtre pour apercevoir au moins, dans leur solitude impatiente et leur soif de nouveauté, la face anonyme des ténèbres collées contre la vitre. Elles éventaient leurs joues enfiévrées devant la nuit qui gonflait les rideaux,
Elle découvrait des décolletés brûlants, rivales haineuses, prêtes à s'affronter pour le pierrot que déposerait sur le parapet un souffle nocturne. Ah, comme elles exigeaient peu de choses de la réalité. Elles avaient tout en elles-mêmes. Il leur aurait suffi d'un pierrot bourré de sciure, d'un ou deux mots qu'elles attendaient depuis toujours, pour entrer enfin dans le rôle depuis longtemps préparé, suspendu depuis longtemps à leurs lèvres, plein d'une amertume terrible et douce, riche d'élan passionné comme les pages d'un roman d'amour dévoré pendant la nuit, avec des larmes coulant sur des joues fiévreuses. Au cours d'une de ces expéditions vespérales dans l'appartement, en l'absence d'Adèle, mon père surprit cette séance silencieuse. Il s'arrêta un instant, la lampe à la main, sur le seuil de la chambre attenante, charmé par ce tableau plein de fièvre et d'excitation, cette idylle de poudre de riz, de papier de soie et de belladone. Scène colorée qui avait pour fond mystique une nuit d'hiver respirant dans les rideaux gonflés des fenêtres. Ajustant ses lunettes, il s'approcha de quelques pas et fit le tour des jeunes filles qu'il éclairait de sa lampe. Un courant d'air venu de la porte non refermée souleva les rideaux. Les jeunes filles se laissaient contempler en ondulant des hanches. L'émail de leurs yeux brillait comme le vernis de leurs souliers et les boucles des jartelles sous leurs robes retroussées par le vent. Les chiffons se mirent à glisser vers la porte entr'ouverte, comme des rats sur le plancher. Tout en examinant attentivement les jeunes personnes qui s'ébrouaient, mon père murmura « Que nous savium, sauf erreur de ma part, scansores ou psittaki, digne du plus grand intérêt. » Cette rencontre fortuite marqua le début d'une série de séances au cours desquelles mon père sut très vite charmer les deux demoiselles par sa personnalité extraordinaire. En échange de la conversation spirituelle et galante dont il remplissait le vide de leur soirée, les petites personnes permettaient à cet observateur passionné d'étudier la structure de leur banale beauté. Cela se faisait au cours de la conversation, avec une élégance et un sérieux qui ôtaient aux moments les plus risqués tout aspect équivoque. En faisant glisser le bas sur un genou de Pauline, et en étudiant d'un œil amoureux la construction pure et précise du jarret, il déclarait « Combien charmante et heureuse est la forme d'être que vous avez choisie! Combien belle et simple est la thèse qu'il vous a été donné d'exprimer par votre existence! Mais aussi, avec quelle maîtrise et avec quelle finesse vous vous acquittez de cette tâche! Si, perdant tout respect pour le Créateur, je voulais m'amuser à critiquer sa création, je m'écrirais « Moins de fond, plus de forme. Ah, comme une diminution du fond allégerait le monde. Un peu plus de modestie dans les projets, un peu plus de retenue dans les prétentions, et le monde serait parfait, messieurs les démiurges. » Ainsi s'exprime mon père à l'instant précis où sa main dégageait du bas la jambe blanche de Pauline. Soudain, Adèle apparut à la porte de la salle à manger avec le plateau du goûter. C'était la première rencontre entre les deux puissances ennemies depuis leur grande explication au sujet des oiseaux. Cette circonstance dont nous étions tous témoins nous alarma. Nous étions très mal à l'aise de devoir assister à la nouvelle humiliation d'un mortel déjà tellement éprouvé. Mon père, qui était à genoux, se releva, embarrassé. Des vagues successives de rougeur colorèrent son visage. Mais de façon inattendue, Adèle se trouva à la hauteur de la situation. Elle s'approcha de mon père en souriant et lui donna une chiquenaude sur le nez. À ce signal, Pauline et Pauline battirent des mains en trépignant joigneusement, s'accrochèrent au bras de mon père et l'entraînèrent dans une ronde autour de la table. De cette façon, grâce au bon cœur des filles, le germe d'un amer conflit se dissipa dans une allégresse générale. Tel fut le début des conférences très curieuses et très étranges où s'engagea mon père, inspiré par le charme de ce petit auditoire innocent au cours des semaines suivantes de ce précoce hiver. Combien est remarquable la façon dont toute chose au contact de cet homme étonnant revenait en quelque sorte à la racine de leur être, reconstruisait leurs manifestations phénoménales jusqu'à leur noyau métaphysique, et retournait pour ainsi dire à leur idée primitive, pour s'en écarter ensuite et dériver vers ces zones douteuses, hasardeuses et ambiguës, que l'on peut appeler, pour simplifier, les zones de la grande hérésie. Notre hérésiarque allait parmi les choses comme un magnétiseur, les contaminant et les détournant par son charme dangereux. Dirais-je que Pauline fut elle aussi sa victime? Pendant ces journées, elle devint son élève, son disciple, en même temps qu'un objet d'expérience. Je m'efforcerai d'exposer avec toute la prudence nécessaire et en évitant le scandale, la doctrine plus qu'hétérodoxe qui posséda mon père et domina tous ses actes pendant de longs mois. Et c'est la fin de cette nouvelle, la fin de la nouvelle Les mannequins. Nous marquons une courte pause, chers amis.
Courte pause, courte pause. Et du coup, bienvenue sur ce live, Zikael. Bonsoir, comment tu vas ce soir? Ça fait plaisir de t'accueillir. J'ai bien aimé cette nouvelle, franchement, j'ai pas forcément grand chose à ajouter aux fois précédentes en fait. Dans le sens où j'ai été saisi lors du premier live. J'ai trouvé ça vraiment bien écrit, vraiment intéressant, vraiment différent de beaucoup de choses que j'ai pu lire. En vrai, là comme ça, je trouve pas de style lui ressemblant en fait, je trouve. Personnellement, je trouve qu'il a vraiment quelque chose de spécial cet auteur. En tout cas, pour le moment, je suis encore une fois conquis. Je suis en train de changer le titre du live pour la prochaine nouvelle, qui sera donc Traité des mannequins ou la seconde genèse. Donc voilà, vous voyez que ça fait encore une fois directement suite à la nouvelle précédente. Mais d'ailleurs, c'est vrai que je me pose des questions sur ce découpage. Enfin, je m'étonne que ce soit un recueil de nouvelles en fait, puisque pour le moment, on a lu 4 nouvelles. Les 2 de ce soir qu'on va lire encore sont liées à celles qu'on vient de lire à coup sûr. Donc ça veut dire que déjà sur 13 nouvelles, les 6 premières se font suite directement, narrativement, scénaristiquement. Donc je trouve que limite ça aurait pu être un roman en fait. Je trouve que ça aurait pu être un roman avec des chapitres quoi, plutôt qu'un recueil de nouvelles avec des nouvelles. Mais ouais. Mais sinon, je trouve que chacune des nouvelles a vraiment sa place. Encore une fois, j'aime bien justement la construction, la structure du récit, je l'aime beaucoup. Ce délire de faire défiler l'année, je sais pas, c'est bien exprimé en fait. C'est pas lourd, c'est subtil, c'est bien inscrit dans le style. On voit vraiment que bah voilà, on avance de plus en plus dans une année. Et que ce sont des événements, des passages marquants entre guillemets d'une vie. D'ailleurs, on sent bien le ton un peu autobiographique de l'auteur. Après, de là à savoir quelle est la partie imaginaire, quelle est, enfin fictionnée, disons, et la partie autobiographique, bon, on n'en est pas là, c'est un peu dur, je pense. Mais ouais, on sent que c'est très personnel. Je trouve le style très intimiste entre guillemets, si on peut dire, dans le sens où on entre dans l'intimité clairement du narrateur. On a vraiment ses pensées et c'est comme si il s'adressait directement à nous par son journal intime presque, j'ai envie de dire, dans le sens où je sais pas si c'est justement le style qui me donne cette impression, mais je trouve qu'il s'exprime très précisément sur des micros, comme je disais la dernière fois, des micro-événements, des épiphénomènes très, voilà, très précis, très subtils, très délicats, entre guillemets. Et il arrive à mettre des images là-dessus, enfin ouais. Je trouve que autant dans le style que dans le fond, donc dans le fond et la forme, je trouve que c'est vraiment bien écrit quoi. Je trouve ça assez dingue en fait, c'est dingue. Et là du coup on a eu un nouveau balancement, puisque le père qui était un petit peu montré loufoque voire fou jusqu'à présent et que c'était un peu glauque même. Et bah là on est passé sur encore autre chose, on est passé sur presque une adoration du narrateur, en mode punaise mais en fait mon père il a tout compris, c'est un défendeur de la poésie, c'est un extravagant mais c'est un extraordinaire, enfin c'est un extravagant mais c'est un homme extraordinaire justement qui se bat pour maintenir de la poésie dans ce quotidien un peu sombre. Enfin ouais, c'est marrant comment la figure du père a été totalement basculé vers le héros d'un seul coup. Et ouais, c'est assez intéressant. On voit aussi d'ailleurs que le père, je crois que c'est le seul à avoir eu des lignes de dialogue jusqu'à présent. Et justement, ça le légitimise encore plus dans ce rôle-là. Et je pense, même de ce que je vois rapidement de la nouvelle à venir, je pense que le père, ça va être limite plus le héros des nouvelles que le narrateur. Ce qui est intéressant aussi du coup. En tout cas, il doit y avoir un truc important dans cette lecture
dans cette œuvre sur la relation entre le fils et le père. Il va y avoir quelque chose. On va essayer de creuser et de voir quelle est la thèse, si on peut dire, avancée dans le bouquin. Du moins, quelle est la relation, en quoi elle est importante, tout ça. Mais ouais, c'est assez intéressant. Franchement, moi, je trouve ça vraiment bien écrit. En fait, je trouve ça aussi bien écrit dans le sens où je trouve que ça pourrait avoir... comment dire, ça pourrait revêtir entre guillemets le style, peut-être pas le style, mais on pourrait se dire que c'est des histoires de grands classiques de la littérature, sauf que parfois les grands classiques de la littérature ont un style un peu ronflant, un peu ennuyeux, très très descriptif, très lourd parfois. Et là, personnellement, je trouve que justement le style est, bah, je me répète encore, mais subtil, poétique. Enfin voilà, il est vraiment travaillé, il est vraiment beau en plus. Donc ouais, je sais pas, c'est compliqué de donner davantage d'arguments, mais je trouve que c'est vraiment un, un très beau, un très bel ouvrage. Voilà. Et du coup, bah, ça va plutôt pas mal, Zikael, merci de le demander. Et toi, cher ami, je crois te l'avoir demandé, mais je sais pas si tu m'as entendu du coup. Sur ce, attendez, attendez. Je regarde juste une notification que j'ai sur mon portable. Ok, c'est bon. Ok, je pense qu'on va reprendre la lecture sans plus attendre, comme je le disais. Pas envie de bavarder plus que je ne lis ce soir. Ce qui doit déjà être le cas, ou à peu près le cas en vérité, mais bon. On est reparti pour... pas beaucoup de pages du tout, genre 6 pages. Bref, je vous lis la seconde nouvelle du soir, et je vous reviens ensuite pour la dernière pause, avant qu'on ne termine le live avec la troisième nouvelle. A tout à l'heure, bonne écoute à tous, bonne écoute Nanu, bonne écoute Zekao, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reviens très vite. Traité des mannequins, ou la seconde Genèse. Le démiurge, dit mon père, n'a pas eu le monopole de la création. La création est le privilège de tous les esprits. La matière possède une fécondité infinie, une force inépuisable, et en même temps une puissance de séduction qui nous pousse à la modeler. Dans les profondeurs de la matière se dessinent des sourires imprécis, des conflits se nouent, des formes ébauchées se condensent. Elle ondoie tout entière de possibilités inachevées, qui la traversent de frissons vagues. Dans l'attente d'un souffle vivifiant, elle oscille sans fin, et nous tente par des millions de courbes molles et douces, nées de son délire ténébreux. Privée d'initiative propre, malléable et lascive, docile à toutes les impulsions, elle constitue un domaine sans loi, ouvert à d'innombrables dilettantismes, à la charlatanerie, à tous les abus, aux plus louches manipulations démiurgiques. Elle est ce qu'il y a de plus passif, de plus désarmé dans l'univers. Chacun peut la pétrir et la façonner à son gré. Toutes les structures de la matière sont fragiles et instables, sujettes à régression et à dissolution. Il n'y a aucun mal à réduire la vie à des apparences nouvelles. Le meurtre n'est pas un péché. Ce n'est souvent qu'une violence nécessaire à l'égard de formes engourdies et réfractaires qui ont cessé d'être intéressantes. Il peut même être méritoire dans le cadre d'une expérience importante et curieuse. On pourrait en faire le point de départ d'une nouvelle apologie du sadisme. Mon père ne tarissait pas dans sa glorification de cet élément extraordinaire. Il n'y a pas de matière morte, enseignait-il. La mort n'est qu'une apparence sous laquelle se cachent des formes de vie inconnues. Leur échelle est infinie, leurs nuances sont inépuisables. Par de multiples et précieux arcanes, le démiurge a créé de nombreuses espèces douées du pouvoir de se reproduire. On ignore si ces arcanes pourront être un jour retrouvés. Mais ce n'est pas nécessaire, car si ces procédés classiques nous étaient interdits une fois pour toutes, il n'en resterait pas moins beaucoup d'autres, une infinité de procédés hérétiques et criminels. À mesure que de ces généralités cosmogoniques, mon père en venait à des considérations le touchant de plus près, sa voix baissait, pour n'être plus qu'un chuchotement pénétrant. Son exposé devenait de plus en plus laborieux et confus, et il se perdait dans des régions de plus en plus conjecturales et dangereuses. Sa gesticulation prenait alors une sorte de solennité ésotérique. Il fermait un œil à demi, appliquait 2 doigts à son front, et l'astuce de son regard devenait extraordinaire.
Subjuguant ses interlocutrices, pénétrant de son regard cynique leurs réserves les plus intimes, il atteignait au plus profond d'elles-mêmes, les poussait dans leurs derniers retranchements et les divertissait d'un doigt ironique jusqu'à ce que jaillisse d'elles un éclair de compréhension et de vie. Sans résister davantage, elles marquaient ainsi leur accord et leur complicité. Les jeunes filles restaient assises immobiles, la lampe filée, le drap avait depuis longtemps glissé de la machine à coudre qui tournait à vide, ne piquant plus que le tissu interstellaire que la nuit du dehors déroulait à l'infini. « Nous n'avons que trop longtemps vécu terrorisés par le démiurge, » disait mon père. « Trop longtemps la perfection de son œuvre a paralysé notre propre initiative. Mais nous ne voulons pas entrer en compétition avec lui. Nous n'avons pas l'ambition de l'égaler. Nous voulons être créateurs dans notre propre sphère, plus basse. Nous aspirons aux jouissances de la création. En un mot, à la démiurgie. Je ne sais au nom de qui il proclamait ces revendications, mais la solidarité supposée par avec une collectivité, une corporation, une secte, un ordre non mentionné, ajoutait au pathétique de ses paroles. Pour notre part, nous étions bien loin des tentations démiurgiques. Mon père, cependant, développait le programme de cette seconde création, de cette genèse hétérodoxe qui devait s'opposer ouvertement à l'ordre des choses existants. « Nous ne tenons pas, disait-il, à des ouvrages de longue haleine, à des êtres faits pour durer longtemps. Nos créatures ne seront point des héros de romans en plusieurs volumes. Elles auront des rôles courts, lapidaires, des caractères sans profondeur. C'est souvent pour un seul geste, pour une seule parole, que nous prendrons la peine de les appeler à la vie. Nous le reconnaissons avec franchise, nous ne mettons pas l'accent sur la durée ou la solidité de l'exécution, et nos créatures seront comme provisoires, faites pour ne servir qu'une fois. S'il s'agit d'êtres humains, nous leur donnerons par exemple une moitié de visage, une jambe, une main, celle qui sera nécessaire pour leur rôle. Ce serait pur pédantisme de se préoccuper du second élément s'il n'est pas destiné à entrer en jeu. Par derrière, on pourrait tout simplement faire une couture ou les peindre en blanc. Nous placerons notre ambition dans cette fière devise, un acteur pour chaque geste. Pour chaque mot, pour chaque acte, nous ferons naître un homme spécial. Tel est notre goût, et ce sera un monde selon notre bon plaisir. Le démiurge était amoureux de matériaux solides, compliqués et raffinés. Nous donnons, nous, la préférence à la camelote. Nous sommes attirés et positivement séduits par la camelote, par tout ce qui est vulgaire et quelconque. Comprenez-vous bien, demandait mon père, le sens profond de cette faiblesse, de cette passion pour les bouts de papier coloriés, pour le papier mâché, le vernis, l'étoupe et la sciure? Eh bien, répondait-il avec un sourire douloureux, c'est notre amour pour la matière en tant que telle, pour ce qu'elle a de duveteux et de poreux, pour sa consistance mystique. Le démiurge, ce grand maître et artiste, la rend invisible en la faisant disparaître sous le jeu de la vie. Nous, tout au contraire, nous aimons ces dissonances, ces résistances, sa maladresse mal dégrossie. Il nous plaît de discerner sous chaque geste, sous chaque mouvement, ses efforts pesants, sa passivité et sa gaucherie de gros ours dociles. Les jeunes filles restaient fascinées, les yeux vitreux. À la vue de leur visage qu'une attention soutenue avait tendu et stupéfié, à la vue de leurs joues enfiévrées, on aurait pu se demander si elles relevaient de la première ou de la seconde création. En un mot, conclut mon père, nous voulons créer l'homme une deuxième fois, à l'image et à la ressemblance du mannequin. Nous devons ici, pour la fidélité du compte-rendu, faire mention d'un petit incident futile qui se produisit alors, et auquel nous n'attachons aucune importance. Tout à fait incompréhensible et dépourvu de sens dans cette série donnée d'événements, cet incident pourrait s'interpréter comme une sorte d'automatisme fragmentaire, dépourvu de causes et d'effets, comme une sorte de malice de l'objet, transposé dans le domaine psychique. Nous conseillons au lecteur de ne pas en faire plus de cas que nous-mêmes. Au moment donc où mon père prononçait le mot mannequin, Adèle regarda son bracelet-montre et fit un clin d'œil à Pauldine. Elle se poussa alors, avec sa chaise, d'un petit pas en avant, releva le bas de sa robe et avança lentement un pied moulé de soie noire qui pointa comme une tête de serpent. Elle resta dans cette position, rigide, avec ses grands yeux aux paupières battantes que la belladone agrandissait encore. Elle était assise entre Pauldine et Pauline. Les trois jeunes filles regardaient mon père de leurs yeux grands ouverts. Il toussa, se tut, se pencha en avant et rougit tout d'un coup. En une seconde, son visage, jusqu'alors vibrant et prophétique, se ferma et prit une expression d'humilité. Lui,
L'hérésiarque inspiré s'était brusquement replié sur lui-même, décomposé et recroquevillé. Son ardeur venait de l'abandonner, ou peut-être était-il devenu un autre. Cet autre restait raide, très rouge, les yeux baissés. Pauldine approcha et se pencha sur lui. En lui tapotant l'épaule, elle lui dit sur un ton d'encouragement gentil. « Jacob sera raisonnable. Jacob va écouter. Jacob ne fera pas l'entêté. Allons, Jacob, Jacob !» Pointant toujours, le soulier d'Adèle tremblait un peu et brillait comme une langue de serpent. Mon père, les yeux toujours baissés, se leva lentement, d'un pas d'automate, et tomba à genoux. Dans le silence, la lampe sifflait. Les papiers peints étaient parcourus de regards éloquents, de murmures venimeux, de pensées zigzagantes. Et c'est la fin de la nouvelle Traité des mannequins ou la seconde Genèse. Nous marquons une courte pause, la dernière pause de ce soir, chers amis. C'est trop bien, je trouve ça trop bien. Alors là, comme je le disais, il y a eu beaucoup plus de place au personnage du père. On est passé presque... Alors pas sur du dialogue, parce que le père est quasiment en monologue tout le long, mais du moins on est plus dans la narration, on est dans le discours. Et c'était intéressant à voir, je trouve, le discours du père, etc. Surtout que c'est marrant parce qu'il y a vraiment une ambivalence, je trouve, entre le narrateur qui a l'air d'avoir une certaine admiration pour l'image du père et à la fois le message du père qui est vachement prenant, etc. etc. Bah, par moment, on a l'impression que le narrateur le critique à moitié en disant ouais, bah ça marche avec les autres, mais avec moi ça marche pas. Et aussi, bah, on se dit, si on considère que c'est autobiographique, on se dit, bah, au final, il a pas du tout emprunté la même voie, puisque le père, dans son discours, est en mode, ouais, nous, on vise à faire des trucs courts, qui ne restent pas dans le temps, on va pas faire des longs personnages tirés sur plein de tomes, etc. Et bah, Bruno Schulz écrit des bouquins. Donc, c'est marrant, il y a vraiment cette ambivalence qui est vachement intéressante. Et perso, le personnage du père, je le trouve assez fascinant, assez intéressant. En général, c'est là où on voit que c'est bien écrit, parce qu'en général, quand on vous dit d'un personnage euh, qu'il est, qu'il est inspirant, qu'il est... je trouve plus le terme, qu'il est fascinant, voilà, c'est le terme que je cherchais, fascinant, etc., etc., en général, ça prend pas. C'est comme ce dont je vous avais déjà parlé, c'est comme une phrase où il y aurait écrit par exemple pour expliquer de la magie, elle produisit du feu magiquement. Bah le fait d'avoir mis le mot magiquement, ça casse totalement l'effet quoi. C'est comme si c'était bidon d'un seul coup. Et et ouais, très souvent, quand des gens se targuent eux-mêmes de l'être, ou quand d'autres personnes disent ah un tel il est fascinant, il a une aura, etc., etc., ça prend pas. Et là, en fait, on voit que c'est bien écrit parce que justement, je trouve que ça prend complètement. Je trouve que le père a vraiment son aura, a vraiment une personnalité très intéressante, très marquée. J'aime beaucoup. Enfin, je trouve justement les termes de prestidigitateur, etc., qu'employait le narrateur dans la nouvelle précédente, je trouve sont tellement bien choisis parce que vraiment, je trouve que le père, quand il parle, on a l'impression que c'est un peu un orateur magicien, quoi. C'est un peu il envoie des mots et des jolies phrases dans tous les sens et il ratifie très large au final, il dit des choses pas très précises au final, mais en même temps qui ont du sens et où tu peux te dire ah ouais, ça veut dire quelque chose, ouais, c'est pas con, c'est bien vu. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment bien bâti en fait. Et du coup le revirement final très particulier mais que j'aime bien, que j'aime beaucoup aussi. Le revirement final où finalement, juste avec un soulier en tête de serpent, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas trop bien compris en fait. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Parce que là, maintenant que je le redis, ça me paraît bizarre, mais bon, bref. Où d'un seul coup, ouais, il est complètement coupé dans son élan. C'est comme si d'un seul coup, les gens disaient
Ok, on croit plus à ta magie là, calme-toi. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça vachement cruel et en même temps logique s'il était en train de les baratiner entre guillemets. Je sais pas, il y a quelque chose de très ambivalent en fait. C'est très difficile de prendre le parti de quelques personnages que ce soit et de vraiment savoir ce qu'ils pensent. Je trouve que tous les personnages sont intéressants. Franchement, ouais, je trouve cette œuvre vachement sympa. Pour le moment, je suis tout à fait conquis. Bon, d'ailleurs, je le vois là, donc je le précise. Là, les traductions sont tous de Georges Cidre. Et ouais, je trouve que c'est vachement bien traduit. Enfin, je trouve qu'il y a un vocabulaire de malade dans ces nouvelles aussi. Ça devient rare. Bon, je dis pas que je connais tout, loin de là, mais ça devient relativement rare qu'il y ait des mots que je ne connaisse pas dans une œuvre. Et là, il y en a plusieurs où je les ai vus et j'ai fait oula, je suis pas tout à fait sûr de ce que ça veut dire. Mais bon, avec le contexte, on arrive à peu près à tout s'imaginer, ça va. Mais cette langue très fleurie aussi participe du style, quoi, que je trouve encore une fois subtil et intelligent parce que voilà, il cherche des concepts et des mots très précis. Euh, et en même temps, c'est très efficace, ça va droit au but. Quand il y a des images, elles sont très claires et très simples. Je sais pas, je trouve que c'est un subtil mix, un subtil mélange de simplicité et de complexité. Enfin, c'est vraiment. Je suis vraiment admiratif en fait de la manière dont c'est écrit. J'aimerais. Enfin, j'aimerais. C'est rare que je me dise ça d'ailleurs, c'est une remarque là que je me fais, mais ça arrive très très rarement que je lise une œuvre et où je me dis ah j'aimerais écrire comme ça. Alors là, je vais pas dire que j'aimerais écrire comme ça parce que bah j'aime bien écrire comme j'écris moi et voilà. Mais déjà il y a des choses qui me rappellent un peu ma manière d'écrire et il y a certains trucs où je me dis putain cette image j'aurais bien aimé la trouver, cette manière de dire les choses j'aurais bien aimé la trouver. Enfin ouais, je trouve qu'il y a des angles qui me, enfin ouais voilà, il y a des angles, il y a des images, il y a un style qui me parle beaucoup personnellement quoi. Euh... Et du coup, bah, re-bienvenue parmi nous, Nanu Manga. J'espère que tu te soigneras bien. Et du coup, bah, c'est cool si ça te donne des idées et que tu prends des notes. Mais franchement, ouais, Bruno Schulz, je connaissais pas du tout et là, ça me ravit. Je pense vraiment. Déjà, comme je le disais, dans ce recueil de nouvelles, il y a 13 nouvelles. Mais à la fin, il y a des nouvelles qui n'étaient pas publiées tout simplement dans les boutiques de Canel, des nouvelles qui ont été publiées dans d'autres choses, je sais pas dans quoi d'ailleurs, mais bref. Donc peut-être qu'on les lira en bonus. Je pense qu'on les lira en bonus parce que ça m'intéresse d'en avoir un peu plus de Bruno Schulz. Là, on était censé finir en 4 lives, donc peut-être qu'on fera un 5ème live avec des textes bonus, entre guillemets. Et du coup, il n'est pas exclu qu'à l'avenir, je m'achète le second gros texte, la seconde grosse œuvre très connue de Bruno Schulz, enfin son plus gros succès entre guillemets, le Sanatorium au croque-mort. J'aurais bien envie de le lire en live, je pense. Comme d'habitude, j'essaie de varier les lectures, etc. Donc je le ferai pas tout de suite, je le ferai pas dans la foulée. Mais ouais, un de ces jours, j'aimerais bien replonger dans du Schulz, je pense. Parce que là, je suis en train de tomber en amour avec son style. Alors je change le titre du live pour la dernière nouvelle. Hop. Mais ouais, franchement, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, je crois, en live. Il y a une époque où j'avais l'impression de le dire à chaque fois. Mais là, ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Je pense que ça fait partie de mes auteurs préférés. J'en ai lu bien peu pour faire cette affirmation. Mais ouais, je trouve qu'il a vraiment quelque chose. En tout cas, il est en train de prendre une place dans le haut du panier pour moi. Très intéressant. Je suis content d'avoir commencé cette lecture en live. Encore merci à mon professeur de français à la fac d'avoir conseillé cette lecture, punaise. Parce que franchement, c'est grave bien. Ça fait grave plaisir. Qui aurait cru que des années plus tard, je le ferais à voix haute en live avec mes viewers. Bref,
Sur ce, je vais me dépêcher d'entamer la dernière nouvelle du soir. Dernière nouvelle qui conclut un petit peu ce triptyque des mannequins, puisqu'on a d'abord lu les mannequins, puis traité des mannequins, et on finit avec la fin du traité des mannequins, tout simplement. Ça dure combien de pages? Encore une fois, pas beaucoup, 8 pages, un truc comme ça, donc je devrais vous revenir très bientôt, le live ne devrait pas durer longtemps encore. Et puis je vous souhaite une bonne écoute Zikael, bonne écoute Nanu, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous dis à tout à l'heure pour l'outro. Fin du traité des mannequins. Le soir suivant, mon père revint avec un renouveau d'entrain à son sujet obscur et complexe. Le réseau de ses rides s'était enrichi et témoignait d'une ruse raffinée. Chaque courbe de son visage recelait une ironie. Mais parfois l'inspiration étendait les arcs de ses rides. Chargé d'horreur, il fuyait en volutes silencieuses vers les profondeurs de la nuit d'hiver. « Figure de musée Grévin, mes chères demoiselles, commençait-il. Mannequins de foire, oui, mais même sous cette forme, gardez-vous de les traiter à la légère. La matière ne plaisante pas. Elle est toujours pleine d'un sérieux tragique. Qui oserait penser qu'on peut se jouer d'elle, qu'on peut la façonner pour plaisanter, ou qu'une telle plaisanterie ne pénètre pas, ne s'incruste pas en elle comme une fatalité? Pressentez-vous la douleur, la souffrance obscure et prisonnière de cette idole qui ne sait pas pourquoi elle est ce qu'elle est, ni pourquoi elle doit rester dans ce moule imposé et parodique? Comprenez-vous la puissance de l'expression, de la forme, de l'apparence, l'arbitraire tyrannie avec laquelle elle se jette sur un tronc sans défense et le maîtrise, comme si elle en devenait l'âme, une âme autoritaire et hautaine? Vous donnez à une quelconque tête de drap et d'étoupe une expression de colère, et vous l'abandonnez avec cette colère, cette convulsion, cette tension. Vous la laissez enfermer dans une méchanceté aveugle qui ne peut pas trouver d'issue. La foule rit de cette parodie. Pleurez plutôt, mesdemoiselles, sur votre propre sort, en voyant cette matière prisonnière opprimée, qui ne sait ni qui elle est, ni pourquoi, ni à quoi mène cette attitude qu'on lui a imposée une fois pour toutes. La foule rit. Comprenez-vous l'horrible sadisme de ce rire, sa cruauté enivrante, démiurgique? Il vaudrait mieux pleurer sur vous-même, mes chères demoiselles, devant le sort de la matière violentée, victime d'un si terrible abus de pouvoir. De là dérive la tristesse effrayante de tous les golems bouffons, de tous les mannequins perdus dans une méditation tragique sur leurs risibles grimaces. Voyez l'anarchiste Lucchini, le meurtrier de l'impératrice Élisabeth. Voyez la reine Draga de Serbie, diabolique et infortunée. Voyez ce jeune homme de génie, espoir et fierté des siens, et que la funeste habitude de l'onanisme a perdu. Ô ironie de ces noms, de ces apparences! Y a-t-il vraiment dans cette idole de bois quelque chose de la reine Draga, un sosie d'elle à un reflet de sa personne, fût-ce le plus lointain? Cette ressemblance et ce nom nous rassurent et nous empêchent de nous demander qui était pour elle-même cette créature. Il faut pourtant que ce soit quelqu'un, mesdemoiselles, quelqu'un d'anonyme, de menaçant, de malheureux, qui n'a jamais entendu parler dans sa vie murée de la reine Draga. Avez-vous déjà entendu la nuit les hurlements affreux de ces bonhommes de cire enfermés dans les baraques foraines, le cœur plaintif de ces troncs de bois et de porcelaine qui frappent du poing contre les murs de leur prison? Sur le visage de mon père, bouleversé par l'horreur de ces ténèbres qu'il évoquait, apparut un tourbillon de rides qui allait en s'approfondissant et, au fond duquel, brûlait un œil terrible de prophète. Sa barbe s'était bizarrement hérissée, les touffes de poils dardaient de ses verrues, de ses oreilles et de ses narines. Il se tenait raide, les yeux ardents, tremblant d'une agitation intérieure, comme un automate au mécanisme enrayé. Adèle se leva, nous priant de ne pas prêter trop attention à ce qui allait se passer. Elle s'approcha alors de mon père, et les mains sur les hanches, prenant une attitude de fermeté ostensible, elle demanda de façon péremptoire. Les jeunes filles restaient figées sur leurs chaises, les yeux baissés, étrangement engourdis. Un des soirs suivants, mon père reprit ainsi sa conférence. « Ce n'est pas de ces malentendus incarnés, ce n'est pas, mesdemoiselles, des fruits d'une incontinence grossière et vulgaire que je voulais parler en annonçant ce discours sur les mannequins. J'avais autre chose dans l'esprit. » Il se mit alors à tracer devant nos yeux le tableau de cette generatio equivoca qu'il avait imaginé. Génération d'êtres à demi organiques,
sorte de pseudofaune et de pseudoflore, résultat d'une fermentation fantastique de la matière. C'étaient en apparence des créatures semblables à des créatures vivantes, à des vertébrés, des crustacés, des anthropoïdes, mais cette apparence était trompeuse. En fait, il s'agissait d'êtres amorphes, dépourvus de structure interne, fruits des tendances imitatrices de la matière qui, doués de mémoire, répètent par habitude les formes déjà prises. Les possibilités morphologiques de la matière sont en général limitées, et une certaine quantité de formes reviennent sans cesse aux divers étages de l'existence. Mobiles, ces créatures réagissaient aux stimuli, tout en restant bien éloignées de la vie véritable. On pouvait les obtenir en suspendant certains colloïdes complexes dans une solution de sel de cuisine. Au bout de quelques jours, les colloïdes s'organisaient pour former des condensations de substances rappelant les espèces animales inférieures. On pouvait constater chez les êtres nés de cette manière des processus de respiration et de métabolisme, mais l'analyse chimique ne montrait aucune trace d'albuminoïdes ni même de composés de carbone. De toute façon, ces formes primitives n'étaient en rien comparables pour la variété et la magnificence à ces pseudoflores et pseudofaunes qui apparaissent parfois en certains milieux bien définis. Vieux appartements saturés d'émanations d'existence et d'événements multiples, atmosphères usées, enrichies par les ingrédients spécifiques des rêves humains, décombres où abonde l'humus du souvenir, du regret, de l'ennui stérile. Sur un tel terrain, cette fausse végétation germait très vite, et comme vaporeusement. Dans un parasitisme abondant et éphémère, elle produisait de brèves générations qui, après une floraison brillante, allaient s'éteindre et se flétrir. En de tels appartements, les papiers peints doivent être déjà très abîmés et accablés par l'incessante alternance de toutes sortes de rythmes. Il n'est donc pas étonnant qu'ils se laissent égarer par des rêveries dangereuses et lointaines. La moelle et la substance des meubles doivent être déjà relâchées, dégénérées et sensibles aux tentations anormales. Alors, sur ce terrain malade, épuisé et sauvage, on voit mûrir et s'épanouir une éruption fantastique, une moisissure exubérante et colorée. « Savez-vous, disait mon père, qu'il y a dans les vieux logements des pièces dont on a oublié l'existence ? Abandonnées depuis des mois, elles dépérissent entre leurs murs, et il arrive qu'elles se referment sur elles-mêmes, se couvrent de briques, et irrémédiablement perdues pour notre mémoire, perdent elles-mêmes peu à peu l'existence. Les portes qui y conduisent, sur le palier d'un vague escalier de service, peuvent échapper si longtemps à l'attention des habitants qu'elles s'enfoncent et pénètrent dans le mur, où leurs traces s'effacent confondues dans le réseau des fissures et des fentes. J'ai refait une fois de bon matin, vers la fin de l'hiver et après des mois d'absence, un trajet de ce genre à demi oublié, et j'ai été stupéfait de l'aspect de ces pièces. De toutes les fentes du plancher, de toutes les niches et moulures sortaient de fins bourgeonnements qui emplissaient l'air gris d'une dentelle scintillante de feuillages en filigrane, d'une prolifération inégale évoquant une serre tiède, pleine de murmures, d'éclats, d'oscillations, une sorte de faux printemps bienheureux. Autour du lit, sous le lustre, le long des armoires, se balançaient des bouquets d'arbustes délicats, rejaillissant en fontaines de feuilles dentelées, qui répandaient la chlorophylle jusqu'au voisinage du ciel peint au plafond. Dans un processus accéléré de maturation, d'énormes fleurs blanches et roses avaient poussé parmi le feuillage. Elles bourgeonnaient, une pulpe rose croissait en elles, puis elles commençaient à s'incliner, à perdre leurs pétales, à se flétrir. « J'étais heureux, » ajouta mon père, de cette floraison inattendue, dont le bruissement intermittent et délicat s'était répandu comme une poignée de confettis à travers les légers rameaux. Je pouvais voir comment les frémissements et la fermentation d'un air trop riche avaient engendré cet épanouissement hâtif, ce débordement et cette chute de prodigieux lauriers roses qui avaient rempli la pièce en lents tourbillons, de grosses touffes fleuries. Avant même la tombée du soir, conclut-il, il ne restait plus rien de cette floraison brillante. Ce n'était qu'une mystification, un cas étrange de simulation de la matière essayant d'imiter la vie. Ce jour-là, mon père était étrangement animé. Son regard fin et ironique pétillait de verve et d'humour. Ensuite, devenu grave, il se remit à étudier l'éventail limité des formes et des nuances que pouvait revêtir la matière polymorphe. Il était fasciné par les formes limites, douteuses et problématiques, telles que l'ectoplasme des médiums, ou la pseudomatière qui émane du cerveau dans les cas de catalepsie, et qui parfois, sortant de la bouche du sujet endormi, emplit toute une pièce d'une sorte de tissu proliférant, de pâte astrale intermédiaire entre l'esprit et le corps. « Qui connaît,
disait-il, le nombre des formes de vie fragmentaires, souffrantes, mutilées, celles des tables et des armoires faites de briques et de brocs, assemblées à grands coups de marteau. Meubles de bois crucifiés, tristes martyrs de la cruelle ingéniosité humaine, horribles transplantations de races d'arbres qui s'ignorent ou se haïssent, et qui, enchaînées ainsi l'une à l'autre, deviennent une individualité unique et déchirée. Que de vieilles sagesses tourmentées il y a dans les nœuds vernis, les lignes et les veines de nos armoires vénérables et familières. Qui saura reconnaître en elles des traits, des sourires, des regards rabotés et polis, jusqu'à perdre toute identité? Comme mon père prononçait ces mots, son visage se couvrit de rides douloureuses, rappelant les nœuds et les marbrures d'une vieille planche dont on eût raboté tous les souvenirs. Un instant, nous eûmes l'impression qu'il allait tomber dans cet état de prostration qui l'accablait parfois, mais il s'éveilla, se reprit et poursuivit. Certaines tribus mystiques du passé embaumaient leurs morts. Des corps, des têtes étaient encastrés dans les murs de leur habitation. Dans le salon se tenait le père empaillé. Sous la table, l'épouse défunte tannée servait de tapis. J'ai connu un capitaine qui avait dans sa cabine une lampe mélusine, confectionnée par des embaumeurs malais, avec le corps de sa maîtresse assassinée. On avait ajouté sur la tête de hautes cornes de cerf. Dans le calme de la cabine, cette tête, tendue par les deux cornes, agitait doucement les cils. Sur sa bouche entr'ouverte brillait une mince pellicule de salive qui brisait un chuchotement silencieux. Des pieuvres, des tortues et d'énormes crabes, suspendus aux poutres du plafond comme des candélabres ou des lustres, agitaient leurs pattes et marchaient sur place. Le visage de mon père prit tout à coup une expression de tristesse et d'abattement, au moment où, par on ne sait quelles associations d'idées, il lui venait à l'esprit de nouveaux exemples. « Dois-je vous cacher, confia-t-il en baissant la voix, que mon frère, à la suite d'une maladie longue et inguérissable, s'était changé progressivement en boyau de caoutchouc, et que ma pauvre belle-sœur devrait le porter nuit et jour sur des coussins, en chantonnant à la malheureuse créature les berceuses sans fin des nuits hivernales. Peut-il y avoir quelque chose de plus triste qu'un être humain transformé en tuyau de caoutchouc? Quelle désillusion pour les parents, quel trouble pour leurs sentiments, quelle chute de tous leurs espoirs! Un jeune homme qui promettait tant. Mais l'amour fidèle de ma pauvre belle-sœur le suivit jusque dans sa métamorphose. « Ah, je n'en peux plus. Je ne peux pas écouter cela, » gémit Pauldine en se penchant sur sa chaise. « Fais-le taire, Adèle. » Les jeunes filles se levèrent. Adèle s'approcha de mon père et fit un signe de chatouillement. Mon père perdit contenance, se tut, et plein d'effroi se mit à reculer devant le doigt d'Adèle. Celle-ci continuait à avancer en agitant le doigt d'un air menaçant jusqu'à ce qu'elle l'eût, pas à pas, refoulé hors de la pièce. Pauline alors s'étira en bâillant. Elle et Pauldine, appuyées l'une à l'autre, se regardèrent dans les yeux avec un sourire. Et c'est la fin de la nouvelle fin du traité des mannequins. Nous passons à l'outro du live, chers amis. Comme je l'avais prévenu, c'est un live assez court, mais voilà. Au moins, on a lu les 3 nouvelles avec mannequin dans le nom en une seule fois. Et encore une fois, j'ai trouvé ça vraiment bien personnellement. Enfin, je trouve ça dingue même. Je trouve ça dingue. Ça nous amène à plein d'endroits différents. Le personnage du père, je le trouve vraiment fascinant. En plus, il y a toujours cette ambivalence, cette ambiguïté où on sait pas trop où les personnages se placent. On sait pas trop. Enfin, c'est bizarre en fait. Il y a des grands discours fantastiques presque. Et en même temps, on sait pas trop si tout le monde est blasé et en mode ok, tais-toi, tu nous emmerdes avec tes histoires, ou si tout le monde est en mode ok, il est complètement fou, laissons-le faire son truc. Ou si il y a quelques éléments qui sont vrais avec lesquels le narrateur serait peut-être en accord entre guillemets parce que la limite est assez floue, c'est juste présenté. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a, je trouve, assez peu de jugement et assez peu d'orientation, quoi. C'est juste, ouais, je vous montre une histoire, je vous montre des faits, je vous montre ce qui s'est passé. Après, c'est à vous de faire le chemin mental sur ce que vous pensez des réactions et tout des personnages. Enfin, je trouve ça vachement intéressant. Et ouais, le personnage, je le trouve dans ce rôle un peu ésotérique, un peu mystique. Justement, celui qui a un grand discours, une grande philosophie sur la création,
le démiurge, etc. Du coup, c'est intéressant de le voir s'exalter sur ces sujets et en parler à fond, et passer de l'exaltation à l'abattement. Enfin, je trouve qu'il a vraiment la figure de l'artiste, entre guillemets. C'est bizarre d'ailleurs, c'est peut-être parce que je l'ai vu récemment, mais attention, spoiler peut-être. Non, je pense pas que je vais spoiler, mais bon, bref. J'ai eu un peu l'image du Joker, le film au cinéma en ce moment. Donc le Joker de Joaquin Phoenix. Où, je trouve il a un peu cette image-là, quoi. Le mec un peu fou, un peu exalté, qui à la fois est tout joyeux, tout sourire, tout rire, qui essaie de balancer de la connaissance et de l'humour aux gens, et en même temps qui est profondément triste et dont tout le monde se moque en vérité un petit peu. Enfin ouais, c'est... Je sais pas, il y a quelque chose de vachement intéressant dans tout ce texte, je trouve. J'ai hâte d'en apprendre plus. Pardon. Je m'étouffe. Donc ouais, j'ai hâte d'en apprendre plus. Et on en apprendra plus ensemble vendredi à 21h. Vendredi, nous lirons la nouvelle Nemrod, la nouvelle Monsieur Charles et la nouvelle Les Boutiques de Cannelle. Voilà, la nouvelle Les Boutiques de Cannelle, du recueil de nouvelles Les Boutiques de Cannelle, parfait. Je ne sais pas si ça sera encore la suite de la même histoire. J'avoue que je n'en ai aucune idée. On découvrira ça ensemble. Mais ouais, j'ai vraiment hâte parce que je trouve ça super bien. Super bien. Mais la prochaine fois, on devrait lire une grosse vingtaine de pages encore. Donc ouais, ça sera encore un live relativement court vendredi. Mais j'ai très hâte. Puis ouais, tout le discours sur la création, le démiurgisme et tout, enfin bref, et le fait que les gens soient un peu leur propre dieu et leur propre créateur, enfin, je sais pas, il y a... En fait, c'est ça le truc qui est ouf, c'est que chez le père, il y a des discours intéressants et en même temps qu'on peut questionner, quoi. C'est un peu... c'est pour ça aussi, je pense que j'ai l'image du Joker en tête, parce que j'ai un peu l'image du bouffon de la cour, j'ai un peu l'image du fou dans les échecs ou ce genre de choses. C'est-à-dire que même si c'est un élément détonnant avec le reste du système, c'est un élément dont le système a besoin parce qu'il remet des choses en question et tout, et même si des fois il dit des choses totalement à côté, peut-être qu'il délire, dans son délire et dans sa manière de voir les choses, il y a aussi des logiques et il y a aussi des trucs qui sont très significatifs de la société, de plein de trucs. Bref, du coup, ouais. Je trouve ça vraiment super. Enfin bref, j'adore. Grand coup de cœur personnel pour ce livre, pour cette lecture, Les Boutiques de Cannelle de Bruno Schulz. On se retrouve vendredi 21h pour la suite. On se retrouve également demain de 13h à 16h pour un live de gaming sur Sea of Thieves. C'est pas validé à 100%, je dois avouer, mais parce qu'en fait, je suis pas très sûr de ce qu'on va faire demain. Parce que jusqu'à présent, j'avais une petite idée de ce qu'on allait faire en live, et là, je pense qu'on va juste chill et se balader pendant 3 heures. On verra. Mais je suis très chaud, j'ai très hâte de revenir en live, peu importe le live anyway. Comme je le disais, en fin de semaine, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, enfin voilà, fin de semaine, début de semaine prochaine, je sais pas trop s'il y a des lives qui vont sauter, je vous dirai. Je vous redirai ça sur les réseaux et puis même dans les prochains lives. Mais voilà, il risque d'y avoir quelques lives qui vont sauter. Sinon, n'oubliez pas, il y a une vidéo avec une avant-première qui devrait arriver bientôt, fin de semaine, début de semaine prochaine. Je vous tiens au courant également sur les réseaux. N'hésitez pas à vous tenir au courant sur Discord, sur Facebook, sur Twitter, etc. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires YouTube, un j'aime pas, un commentaire sur le texte ou sur ma lecture, sur le live en général, bref. Exprimez-vous, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, merci Nanu, merci Jumpy, merci Zekael d'être passé, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, ou peut-être une prochaine partie de gaming. Bye bye.